Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Allô Radio Imo. Je rappelle que c'est votre émission, nous répondons à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook même, et puis sur nos sites internet aussi, radio.imo. Voilà, on y répond chaque semaine avec des experts. Je suis avec Fabrice Coustet, bonjour. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Et puis nous recevons donc deux invités comme chaque semaine pour parler aujourd'hui de la loi climat et résilience, des passoires thermiques, des DPE, plein de questions. Bonjour Thierry Vignal. Salut. Vous êtes président de Mastéos. Vous allez nous présenter Mastéos dans quelques instants. Et bonjour Mathieu Simon. Bonjour Bérénice. Vous êtes notaire pour 137 notaires, notaire associé d'ailleurs. Depuis peu, félicitations. On va commencer avec vous Thierry. Alors, petit rappel, Mastéos, que faites-vous ? On aide les particuliers à faire des investissements immobiliers locatifs en France, en Espagne, en Belgique. Et on s'occupe de l'achat, la rénovation, l'ameublement et la location. Et donc, vous êtes les premiers impactés par la loi climat et résilience, en fait. Et puis avec ce calendrier, DPE, diagnostic de performance énergétique. Maître, est-ce qu'on peut faire un petit rappel du DPE, donc le diagnostic de performance énergétique ? À quoi sert-il, en fait, pour un logement ? Alors, le diagnostic de performance énergétique, c'est l'un des diagnostics du dossier que les propriétaires doivent transmettre soit à leurs locataires, soit à leurs acquéreurs dans le cadre d'un bail ou d'une vente de logement. Et ce diagnostic permet au locataire ou à l'acquéreur de connaître les performances énergétiques du logement qu'il envisage de louer ou d'acquérir. On a deux colonnes avec d'un côté les consommations énergétiques avec un classement de A à G pour les logements plus ou moins consommateurs d'énergie. Avec des couleurs comme du vert au rouge. Comme le Nutri-Score. Pareil, comme sur votre lave-linge. Et vous avez les émissions de gaz à effet de serre avec, pareil, le même classement de A à G. Et donc, c'est ce document qui permet de savoir, dans le cadre de l'application progressive de la loi climat et résilience, aux propriétaires quand ils vendent et aux locataires ou à l'acquéreur quand ils louent ou achètent, l'étiquette énergétique du logement qu'ils convoitent. En attendant, l'audit énergétique qui va arriver, ça sera à partir du 1er avril. L'audit énergétique, il était prévu pour le 1er janvier 2023. Il a été reporté par décret au 1er avril 2023, donc c'est vraiment demain. Et l'audit énergétique concernera d'abord les logements qui sont classés en étiquette F et G. Ouais, donc ça fait pas mal de nouvelles normes, de nouvelles choses auxquelles on s'habitue. On le voit apparaître d'ailleurs sur les moteurs de recherche, bien connus, bien ici, Se Loger, etc. Thierry Vignal, est-ce qu'il y a un effet justement DPE ? Est-ce que vos clients commencent à vous en parler ? Ça rentre petit à petit dans les habitudes de consommation, de ce qu'il faut regarder quand on achète quelque chose ? Oui, ça commence à rentrer, c'est tout frais, ça a mis du temps à imprégner le marché, les gens en prennent conscience maintenant, et le DPE est systématiquement mentionné dans les négociations. C'est obligatoire en fait, non ? Obligatoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience du marché côté acheteurs qui vont systématiquement aller à la négo sur les DPE F et G, et les négos sont de plus en plus agressives, surtout sur une période avec un marché immobilier baissier. Bah oui. Alors je dirais aussi par rapport à un marché de l'énergie qui a flambé, surtout depuis un an. On célèbre aujourd'hui un triste anniversaire, celui de l'invasion de la Russie en Ukraine, et depuis, c'est vrai que les factures ont explosé. Alors un peu moins pour les particuliers parce qu'il y a ce fameux bouclier tarifaire. Néanmoins, c'est vrai qu'on sait que la facture énergétique a grimpé peut-être de 15-20% durant ces derniers mois. Donc, il faut faire attention à ce DPE aujourd'hui. Oui, absolument. Et ça concerne les EFG, c'est 11 millions de logements en France. Donc, c'est un logement sur 3 quasiment. Donc, maintenant, c'est quasiment et encore plus dans les grandes villes, je crois. Dans les grandes villes, surtout Paris, sur les petites surfaces. Il y a une équation financière qui est très très compliquée à résoudre, notamment dans les petites villes à 2000 € du mètre carré, quand on sait qu'une réno énergétique c'est 1000 € du mètre carré. Ça rend mathématiquement très complexe l'achat et la vente de biens qui ont vocation à être loués. C'est avant tout une interdiction de location, c'est pour ça qu'on est affecté chez Mastéos. On va en parler du fameux calendrier d'interdiction pour les propriétaires bailleurs. Maître, vous, est-ce que vous avez constaté aussi chez vos clients cet attentisme pour ce DPE? Est-ce que c'est depuis la crise énergétique, Fabrice l'a évoqué, ou est-ce que c'est à cause de ça, en fait, de l'augmentation du prix de l'énergie? Ils se sont dit, mince, on va payer plus, donc il faut faire attention, ou c'est parce que c'était déjà avant, la loi Je crois qu'effectivement,
effectivement, la préoccupation écologique et de notre empreinte carbone, de notre consommation d'énergie commence à entrer dans le comportement des Français à tous égards. Et donc, auparavant, la culture faisait qu'on ne regardait pas tellement le diagnostic de performance énergétique. C'est vrai que c'était un document qui était établi sur la base de production de factures, donc il n'était pas très précis. Il ne permettait pas aux consommateurs, futurs locataires ou futurs acquéreurs, de se renseigner sur les véritables performances de son logement, puisque ça dépendait totalement de l'utilisation que vous en faisiez. Si vous viviez à 5, vous consommez plus d'eau, d'électricité que si vous vivez tout seul. Si vous avez un logement grand ou petit, si vous habitez là où il fait froid, là où il fait chaud. Donc il n'était pas très précis. Le diagnostic de performance énergétique a été modifié en 2021 pour prendre en compte plus les critères, la configuration du logement en réel, regarder comment il est conçu en termes de dimension de fenêtres, qualité des fenêtres, isolation, chauffage avec de l'électricité ou chauffage au gaz. Donc effectivement, double vitrage ou pas, un diagnostic aujourd'hui plus tourné sur la configuration effective du bien plutôt que sur une évaluation à propos des factures. Et oui, les gens le regardent alors qu'avant, ils ne le regardaient pas. Peut-être parce qu'en ce moment, on a une énergie qui coûte de plus en plus cher, et aussi parce que vous ne pouvez pas vous dire que vous allez passer toute votre vie dans un logement. Quand c'est pour votre résidence principale, vous pouvez vous dire qu'à la limite, dans le futur, le coût de l'énergie baissera, mais quand il s'agit d'un investissement locatif, compte tenu du calendrier et du fait que vous prévoyez d'amortir votre investissement sur 10, 15 ou 20 ans, eh bien vous trouverez au fur et à mesure de votre bail dans le calendrier qui, en 2034, interdira la location des logements en étiquette E. Donc ça a déjà commencé. Ce 1er janvier, donc le 1er janvier dernier, c'était les pires G. Donc les G à plus de 450 kWh par mètre carré par an. Voilà, merci maître de ces précisions. Donc les pires G. Après c'est 2025, la prochaine étape. C'est 2025, donc là c'est les G qui sont interdits. D'accord, après c'est 2028 les F et 2034 les E. D'accord. Donc là, Thierry, vous êtes... Donc c'est pour les propriétaires bailleurs. Ils n'auront pas le droit de louer leur logement. Thierry, vous êtes les premiers impactés chez Mastéos, puisque ce que vous faites, en fait, vous aidez les Français à devenir propriétaires bailleurs et vous vous occupez de tout. C'est clé en main, en fait. Comment vous faites ? À quel point ça vous a impacté, ce calendrier ? C'est vraiment une épée de Damoclès qui pèse sur nos propriétaires bailleurs. Ça nous a beaucoup plus impacté pour les ventes qu'on a fait avant que la loi passe, où on n'avait pas forcément une obsession de la note énergétique. Et là, on se retrouve avec des propriétaires qui doivent faire des travaux et qui n'avaient pas été chiffrés au début. Post-loi, c'est beaucoup plus simple parce que nous, on la connaît du coup. Et on s'organise en interne, voilà, comme on a une compétence réno-énergétique en interne, on est capable de chiffrer le chantier. Et par ailleurs, on a le luxe de pouvoir choisir les biens qu'on propose aux clients. Donc, on va essayer d'éviter les passoires thermiques un maximum, sauf les rares cas où ça fait sens. On pourra en parler. Mais effectivement, c'est le nerf de la guerre en ce moment, c'est le DPE. Sur un marché baissier, je le rappelle, ça vient en fait empirer la situation pour le coup. Et alors justement par rapport à ce marché baissier, qu'est-ce que vous avez constaté ? Est-ce que c'est vraiment, ça se traduit vraiment auprès des acheteurs, des vendeurs ? Ouais, alors il y a une accumulation de facteurs baissiers. Donc la loi climat et résilience en est une. Le deuxième, c'est la hausse des taux évidemment qui contraint les ménages au niveau bancaire, qui fait baisser leur budget empruntable. Et donc ça mécaniquement, ça fait baisser les prix. Alors il y a un effet à retardement parce que le marché immobilier n'est pas très réactif, il ne réagit pas en temps réel, il réagit d'abord par les volumes avant de réagir par les prix. Donc là, on a un gel avec un attentisme côté vendeur. Mais effectivement, comme les ménages ont beaucoup moins pour emprunter, ils se détournent d'ailleurs des grandes villes vers les villes moyennes et ils sont moins à l'aise avec les passoires thermiques parce qu'en parallèle de ça, le coût des travaux suite à la guerre en Ukraine a explosé. Donc on a un budget empruntable qui est inférieur de au moins 20 à 30%. On a un coût des travaux qui a explosé et on a une contrainte de rénovation énergétique qui vient en fait alourdir le projet d'un point de vue financier. Alors moi j'ai une question, c'est investir dans une passoire thermique si on est investisseur et qu'on se destine. Est-ce que c'est un bon plan, à quoi il faut faire attention ? Ça peut, il y a une règle à respecter, c'est la règle des 7 000 euros du mètre carré. Je vais vous expliquer. En 7 000 euros du mètre carré, c'est pas mal quand même. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, une réno énergétique, et d'ailleurs on parlera dans le sondage Ipsos, la perception du coût de la rénovation énergétique par les Français, c'est 1 000 euros du mètre carré, faut se le dire. Voilà, c'est 1 000 euros. Quand on part d'un ça, c'est une belle rénovation, non ? C'est une rénovation quand on part de G, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que la rénovation énergétique, en fait, c'est aussi de la rénovation esthétique, parce que quand on met de la laine de verre sur un mur, il faut refaire le placo, il faut faire l'enduit, les plaintes, le radiateur qu'on a sorti, remettre les prises, etc. Donc en fait, c'est toujours des rénovations totales, et une rénovation totale, c'est 1 000 euros du mètre carré quand on parle de G.
quand on a cette info, on sait qu'à l'achat, il faut avoir cette marge de manœuvre sur l'achat d'une passoire thermique d'au moins 1 000 € du mètre carré. Ça veut dire que si je vais à Niort, où je suis à 2 000 € du mètre carré, et que j'ai 1 000 € de rénovation énergétique, il faut que j'achète mon bien 50% de son prix pour être au prix du marché post-rénovation. Vous comprenez ou pas ? Ouais, bien sûr. Donc, jamais un vendeur à Niort va faire un effort de 50% sur le prix de vente pour pouvoir intégrer mon budget rénovation énergétique. En revanche, sur les grandes villes, par exemple à Paris, 1 000 € du mètre carré, ça représente 1/10 du prix. Donc, c'est possible de négocier 10% sur le prix d'une passoire thermique à Paris. Oui, d'où les 7 000 € alors. Exactement. Et ça n'est pas possible sur une ville comme Niort. Et en fait, le sweet spot, il est à 7 000 parce qu'on a remarqué, nous, que les négos sur la passoire thermique, c'est environ 15% du prix max. D'accord. Donc, si je suis à 7 000, 1 000 € de 7 000, c'est 15%. Ça marche encore. En dessous, ça devient impossible de négocier le budget que va me demander la rénovation énergétique. Au-dessus, c'est possible. En dessous, c'est pas possible. En dehors de Paris, du coup, ça va être très compliqué. En dehors de Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, voilà, quelques villes. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que l'équation financière, elle se résout pas aujourd'hui sur toutes les villes moyennes. Et donc, il faut faire attention. C'est pas forcément un bon plan d'acheter une passoire thermique dans ces villes-là, parce que le coût est trop élevé. Mais ça, les Français le savent pas. D'accord. Attention donc. Et vous, alors, chez Mastéos, quand vous achetez, ce que vous achetez, en fait, vous choisissez en fait les biens pour vos clients. Maintenant, vous prenez quelle lettre ? À partir de quelle lettre vous vous dites bon bah là, on va pas en dessous ? On essaye vraiment d'éviter les passoires thermiques en ce moment. D'accord. Donc vous arrêtez à quoi ? À E. Ouais. C'est le maximum que vous puissiez faire. Ça sera interdit en 2034 les E, mais on peut encore, on a le temps d'anticiper et de prévoir les travaux. Sur les F et G, il y a une telle urgence et c'est pas simplement le coût, c'est aussi c'est très difficile d'avoir des artisans RGE, les artisans qui sont éligibles aux aides. Calibat. Il y a Calibat, RGE, c'est un ouvrier du bâtiment sur 10 en France. Pas assez. Et pourtant, il y a un problème de formation en fait en France. Il y a un problème de formation. Exactement. Une question pour notre notaire Mathieu Simon. Vous voyez passer évidemment les acheteurs, mais aussi les vendeurs. Est-ce que il y a des clients qui sont venus vous voir parce que justement ils ont eu peur de cette loi, ils ont anticipé. Est-ce qu'on a un retour de biens que vous voyez passer dans vos études ? Ça nous est pas véritablement arrivé, bien qu'à l'étude, on ait la particularité d'avoir un service de négociation immobilière. Donc, on a des clients qui nous confient la vente de leurs biens. Donc, on analyse avant la mise en vente les caractéristiques du logement. Donc, on voit en réalisant le dossier de diagnostic technique le fameux DPE et on se rend compte de l'étiquette que présente le logement. À ce jour, j'ai jamais vu un propriétaire qui me dise voilà, pour bien préparer ma mise en vente, avant de le commercialiser, je vais faire des travaux pour améliorer ma notation et je referai un diagnostic. Ça, je ne l'ai jamais vu. Par contre, j'ai effectivement assisté à des renégociations a posteriori. Le propriétaire a mis son bien en vente, parfois sans avoir le dossier de diagnostic technique parce que il peut l'avoir pas à jour. Et puis en plus, il y avait les anciennes versions du diagnostic de performance énergétique dont je vous ai parlé tout à l'heure et les nouvelles versions. Donc si vous mettez en vente avec l'ancienne version du diagnostic qui est toujours valable, et qu'en cours de route, vous présentez le nouveau diagnostic et l'étiquette de l'ancien diagnostic n'est pas forcément celle du nouveau diagnostic, bien que ce ne soit pas forcément non plus un nouveau diagnostic plus sévère qui va vous... En général, c'est plutôt plus sévère, non ? Je pense. Pas nécessairement. Okay, moi, j'ai plutôt constaté que la notation du nouveau diagnostic était meilleure que celle de l'ancien diagnostic. Alors justement, il y a des sujets là-dessus. On a reçu des professionnels, des diagnostiqueurs, parce que c'est vrai qu'en fonction du diagnostiqueur qu'on choisit, on n'a pas la même note. Ça, vous l'avez vu est-ce que vous l'avez constaté, Thierry ou Alors les diagnostiqueurs, ils ont l'obligation de certifier leur indépendance vis-à-vis de la personne qui leur commande le dossier de diagnostic, avec une attestation sur l'honneur. Ils ont des certifications, ça veut dire qu'ils suivent des formations par des organismes accrédités qui leur donnent le diplôme, qui leur permet pendant un temps de réaliser le diagnostic. Et puis ils ont aussi une assurance de responsabilité civile si, dans le cadre de leur mission, ils se trompent. Donc effectivement, ils ne vont pas tous avoir le même œil et la même appréciation des caractéristiques présentées par le logement, mais globalement, il doit y avoir une certaine fiabilité au nouveau diagnostic qui ne se fonde plus sur les factures, mais sur la configuration du logement. Et puis, le diagnostic donne aux propriétaires certaines informations, et ça sera renforcé par l'audit énergétique, des informations sur les potentielles optimisations de leur logement
au moyen de quelques travaux ou quelques conseils d'utilisation. Et justement, oui, vous avez réalisé un sondage Ipsos avec Mastéos sur ces travaux. Est-ce que les propriétaires sont prêts à rénover leur logement, du coup, pour faire... Effectivement, on a interrogé 1000 Français en décembre dernier sur leur prise de conscience de cette loi. En l'occurrence, 60% des interrogés sont conscients, déjà, connaissent cette interdiction liée au passoire thermique. Je ne pensais pas que ça serait autant. Et on a 47%, donc un peu moins d'un sur deux, qui ont l'intention de faire des travaux de rénovation énergétique dans les 2 ans. D'accord, donc c'est un beau C'est un beau très chiffre. beau score. Ouais. Ça veut dire que ça commence à pénétrer un peu la conscience des propriétaires. On a un tiers qui sont prêts à le faire dans l'année. Donc pas mal. Et c'est plus important chez les jeunes. Il y a une vraie fracture générationnelle dans le sondage Ipsos. Les jeunes sont 2/3 à vouloir faire des travaux versus la moitié de la population dans les 2 ans. Quelles sont leurs motivations ? On leur a demandé, c'est évidemment les économies sur les factures d'énergie. En deuxième arrive le confort thermique, mine de rien, qui est important. Et ça n'est qu'en troisième que les considérations écologiques apparaissent. Il n'y a que 20% des gens qui font ça pour la planète. Sauf que chez les jeunes, c'est beaucoup plus élevé. C'est 1/3 qui le font pour la planète, alors que chez les plus seniors, c'est 13%. Donc encore une fois, les jeunes sont beaucoup plus écolos. Et dernière place, en 4e, sur les motivations qui poussent les gens à faire de la rénovation énergétique, on a la valeur verte qui ne concerne que 6% des sondés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens il n'y a pas de crédibilité de ces lois, puisque les gens ne font pas ces travaux pour valoriser leur logement. Donc il n'y a pas de crédibilité de marché. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'un logement mieux noté sera vendu plus cher. C'est pour ça que les négos patinent à l'achat et à la vente, parce qu'il n'y a pas encore de valeur verte qui est vraiment intégrée par le marché. Ils sont que 6%. Pour l'instant, je pense que ça va venir, mais quand on n'a que 6% des gens qui disent « je fais des travaux de rénovation énergétique pour monter la valeur verte de mon logement », ça montre bien qu'on a un défaut de crédibilité. C'est peut-être dû au report perpétuel des lois et des deadlines. Il y a un petit peu de ça, je pense, et puis le fait qu'un particulier qui possède un logement, éventuellement sa résidence principale, et un investissement locatif, va se dire que son empreinte écologique n'est pas très incidente, mais au niveau des institutionnels et des grands bailleurs, il y a vraiment une intention de verdir leur parc immobilier, que ce soit par des travaux de réhabilitation ou à l'achat, de solliciter à la conception des immeubles plus performants. Et il y a pas mal d'acteurs du monde de l'immobilier, que ce soit les investisseurs, les grands bailleurs ou même leurs banquiers, qui exigent de la part de ces grands comptes, pour la mise en place de financement, de plus en plus, d'exiger des critères énergétiques et d'empreinte environnementale, que ce soit sur la consommation d'énergie, mais également sur le fait de construire le logement, de le construire en faisant du réemploi, en artificialisant pas les sols, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui entre dans les pratiques. Donc si les professionnels le font, il faut se dire que à terme, l'acquéreur qui sera propriétaire d'un logement plus vert considérera que c'est un indice de valorisation. D'ailleurs, si vous arrivez face à un acquéreur et que vous lui dites « voilà, je suis en E » et il n'y a pas de travaux finalement à faire pour améliorer, comme E, c'est un 2034, cap qui sera interdit en 2034, ou même si avec de modestes travaux, vous arrivez à gagner une lettre, ça doit nécessairement se valoriser, plus la loi va entrer dans les pratiques des gens. En fait, c'est asymétrique. En fait, ce qu'ils disent dans le sondage, c'est que si c'est une passoire thermique, il y a une décote, mais si c'est bien noté, il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value, il y a la décote, mais il n'y a pas la plus-value. Exactement. Et c'était très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Les banques demandent les DPE au moment d'octroyer les prêts. C'est systématique maintenant, c'est devenu systématique. C'est-à-dire que si vous financez un investissement locatif et que vous vous rendez compte que d'ici 10 ans, alors que votre crédit dure 20 ans, le logement ne peut plus être loué, vous avez du mal à concéder un prêt qui dure 20 ans. Et alors, moi j'ai entendu aussi que les banques le demandent quand c'est une résidence principale. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Est-ce que vous l'avez constaté Pas véritablement, je dois vous le dire que pas forcément. Je l'ignore, mais peut-être pour les primo-accédants, pour bénéficier de prêts aidés, etc. Il y a des critères environnementaux qui entreront peut-être en ligne de compte. Et est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'un jour le DPE s'applique aux propriétaires occupants ? Est-ce que ce serait avec des amendes si jamais l'appartement est mal noté ? Est-ce que c'est quelque chose... Aujourd'hui, c'est simplement un dispositif d'information mais ça pénalise quand même. C'est une information qui pénalise par les sanctions et par les restrictions.
Donc progressivement, on est de plus en plus exigeant. Parce que l'idée, pour le c'est quand même propriétaire occupant, il n'y a pas d'obligation de réaliser les travaux. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes au courant que vous devez réaliser des travaux, mais à part ce que vous coûte l'énergie, et pour l'instant elle vous coûte cher, eh bien vous n'avez pas d'incitation à réaliser les travaux quand vous êtes propriétaire occupant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on touche les propriétaires bailleurs parce que voilà, il faut faire ces rénovations. C'est vrai que les bâtiments, je crois que c'est 40% d'émissions de CO2 en France. Et au bout d'un moment, les propriétaires occupants vont être aussi concernés. Enfin, va falloir les impacter aussi. Donc, est-ce que voilà, c'est des questions qu'on nous pose, que nous posent les auditeurs. Est-ce qu'un jour, nous, en tant que propriétaires occupants, nous allons devoir peut-être payer une amende si notre logement n'est pas aux normes, etc. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait non? Ce serait quand même une grande atteinte au droit de propriété qui est protégé par le droit français. Après, est-ce que ça s'est ressenti chez vos clients investisseurs, Thierry, depuis cette fameuse loi? Est-ce qu'il y en a qui sont qui ont moins envie, voilà, de sauter le pas, de devenir propriétaire bailleur? Est-ce que ça a fait peur à certains d'entre eux ou non? Non, ça fait moins peur que les contraintes bancaires et le contexte macroéconomique. C'est vraiment ça l'épouvantail du moment. Ça vient se rajouter, mais ça arrive plus tard dans le cheminement intellectuel. C'est une fois qu'il y a une offre d'achat qui est faite, qu'on voit le DPE, c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions quand on voit le devis de rénovation énergétique. Mais en amont, il n'y a pas encore une prise de conscience suffisante pour faire effet d'épouvantail vraiment sur le marché actuellement. Et on n'a pas parlé des locataires. Les locataires, alors justement, quels sont leurs ressentis, quels sont leurs comportements par rapport à ces DPE? Alors, ce qui est étonnant dans l'étude Ipsos, c'est qu'ils sont nombreux ils sont plus de la moitié à accepter de payer plus cher pour un logement qui est performant énergétiquement. Ça va jusqu'à 10% d'augmentation. Parce qu'ils se disent on paiera moins d'électricité, moins de gaz. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une certaine conscience. Alors, les locataires sont souvent jeunes. Et chez les jeunes, on a une conscience écologique plus forte qui ressort de ce sondage. Et d'ailleurs, si on ne prend que les jeunes sur le sondage, ils sont 2/3 à accepter une hausse de loyer. J'imagine qu'effectivement, c'est pour une économie de facture. Et il y a aussi la conscience écologique. Ça fait quand même, si on regarde dans le détail, ça fait passer le loyer. Un loyer à moins de 700, il passe à 750 si le bien est bien noté. Donc c'est non négligeable. C'est non négligeable, absolument. Et c'est à prendre en compte dans la modélisation financière du bailleur. Ça peut monter, chez les 18-34 ans, ça monte à plus 15% de loyer accepté. Donc ils sont vraiment beaucoup plus conscients, voire obsédés de cette de ce confort thermique, parce qu'ils sont plus sensibles financièrement au prix des factures, je pense. Et alors ça, ce sondage a été réalisé sur quelle catégorie socioprofessionnelle? C'est représentatif de la population française. D'accord. Et c'est pour ça, on voit la fracture générationnelle. À chaque fois, les jeunes répondent beaucoup plus en faveur de la réno énergétique que les seniors. Maître, c'est ce que vous constatez aussi chez les clients, plus ils sont jeunes et plus ils sont réceptifs à toutes ces réglementations, ces normes, à la planète. Les jeunes regardent beaucoup plus. Je pense que c'est culturel, c'est le fait que ils sont nés ou ils sont construits intellectuellement dans ce contexte de préoccupation environnementale et eux le regardent, y compris pour les investissements locatifs et apparemment pour le sujet locatif. Ouais. On peut peut-être terminer, ou avant de conclure, demander à Thierry Vignal, vous qui regardez un peu ce qui scannait le marché, les bonnes zones, les bons plans d'investissement, sur quelle ville en 2023 on peut se positionner? Là, on a en prenant en compte justement ces échéances de DPE. Le marché locatif, il est façonné par les contraintes bancaires du moment qui sont extrêmement restrictives. Les banques prêtent plus. Malgré le taux d'usure qui est mensualisé maintenant. Oui, il est mensualisé, mais les taux sont montés tellement haut que le budget des ménages a été restreint. Et donc, on a un report des flux d'investissement des grandes villes très chères vers les villes moyennes. Lesquelles, et donc, lesquelles alors, on a sorti un top 10 des villes moyennes où investir. On a typiquement des villes comme Niort, Thionville, Montauban près de Toulouse, Colmar près de Strasbourg. En fait, on a des villes satellites. Colmar, c'est magnifique d'ailleurs. C'est très beau le marché de Noël. On a des villes satellites de grandes villes. Donc en fait, quelqu'un qui voulait investir à Strasbourg n'a plus le budget empruntable, donc se décale sur Colmar, qui est un équivalent en termes de profil de risque-rendement à Strasbourg. C'est-à-dire d'ailleurs, on est plus rentable et on est à risque égal. Il y a la même tension locative, il y a une grosse tension transactionnelle, le revenu médian est encore plus élevé qu'à Strasbourg. Et ça marche aussi pour, par exemple, Cholet versus Nantes, toujours à moins d'1 heure en voiture, ou Montauban versus Toulouse. À chaque fois, on va trouver une ville satellite qui a un report beaucoup moins cher. Là, les villes dont je parle sont des villes avec 100 000 euros. On peut faire des grands studios, des petits T2. Donc, c'est des budgets que la majorité des gens peuvent emprunter. Et c'est des villes dont les rendements sont supérieurs. Et les rendements, ça commence à compter. Parce que quand on emprunte à 4
et qu'on investit dans une ville qui fait 3,5 de rendement, ça marche pas en fait financièrement. Donc en fait ça vient pousser la recherche de rendement à la hausse et donc ça vient reporter les investissements vers les villes moyennes qui sont plus abordables, plus rentables. Il faut contrôler le risque parce que qui dit ville moins chère, ville plus rentable, dit très souvent ville plus risquée. C'est pour ça qu'on a filtré sur ce top 10. Et donc voilà, c'est des villes... Donc quand vous dites risque, c'est vacances locatives. C'est vacances locatives, solvabilité des ménages, liquidité à la revente. Il y a pas mal de critères qui sont pris en compte. Notre top 10 est disponible sur Internet, mais effectivement, on les redonne, hein, c'est Thionville, Draguignan, Colmar, Niort, Montauban, Montélimar, Melun et Dunkerque. Et je crois qu'il manque quelques-unes. Voilà, puis les équipes de Mastéos, bien sûr, sont à votre service si vous vous intéressez à tout ça. Et que vous n'avez pas peur des passoires thermiques. Bon, voilà. on a fait déjà un bon tour du sujet. Eh bien, merci infiniment, messieurs. Merci d'avoir été présents sur notre plateau. Donc, mastéos.fr, c'est ça pour vous retrouver. Et sur 37notaire.fr. Voilà, il s'en est très bien sorti. Notre notaire était un peu stressé. Merci Mathieu Simon, donc notaire associé du cabinet 137 Notaire. Thierry Vignal, c'était un grand plaisir de vous avoir également, cofondateur, président de Mastéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur nos réseaux. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.